Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et secteurs, série de webinaires initiés par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, on vous propose une rencontre autour, des métiers, de l'ESS, mais surtout, des métiers de l'animation. On va faire une focale sur les métiers de l'animation. Donc aujourd'hui, nos 2 intervenants, et nous les remercions de participer à ce webinaire, sont monsieur François Bollard, qui est directeur de la CRES Bourgogne-Franche-Comté et qui va venir nous présenter, le secteur de l'ESS, mais également celui, de l'animation en quelques chiffres. Également madame, Stéphanie Courtebras, qui est directrice régionale de la Fédération des familles rurales, qui, elle, nous parlera des métiers de l'animation, des parcours et des évolutions possibles dans le secteur. Donc, petit rappel, si vous souhaitez poser des questions, vous avez le chat pour le faire. Accessoirement, on pourra potentiellement, si vous levez la main en fin de webinaire, répondre directement, aux questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions et je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à monsieur Bollard. Je vous remercie. Voilà, bonjour à toutes et tous. Oui, François Bollard, je suis le directeur de la CRES, donc la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Bourgogne-Franche-Comté. En quelques mots, qui est une organisation sous statut associatif qui a évidemment pour vocation la présentation et l'appui au développement de l'ESS, donc créée depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, et avec une reconnaissance officielle, un agrément État et Conseil régional pour nos missions depuis la loi sur l'ESS de 2014. Voilà, une équipe de 6 personnes sur l'ensemble de la région. Donc, pour voilà, suivre l'ensemble de nos missions. Donc, pour effectivement commencer ce webinaire, des éléments donc de définition sur les fondamentaux de ce que représente l'économie sociale et solidaire. Les éléments de référence, d'ailleurs, sont maintenant justement dans la loi sur le SS de 2014 qui voilà, institue en quelque sorte l'économie sociale et solidaire dans une définition, on a dit, inclusive. L'élément extrêmement important à retenir en toute chose, c'est effectivement que l'ESS, c'est un mode d'entreprendre, de développement économique, donc dans tous les secteurs d'activité. En fait, quand on parle de l'ESS, on se réfère à des principes de fonctionnement d'organisation collective, d'entreprise, avec un but poursuivi qui est autre que le seul partage des bénéfices, mais qui est caractérisé par un objet social, et puis voilà, une volonté d'un groupement pour voilà, répondre à l'objet social, une lucrativité limitée. Dans le champ associatif aussi, on dit non lucrativité. En fait, on a des sociétaires, des associés dans l'économie sociale et solidaire, mais on ne rémunère pas des actionnaires, ou en tout cas quand il y a des parts sociales, c'est pour ça qu'on dit lucrativité limitée, c'est une rémunération marginale et plafonnée, quoi. Et puis le principe de fond historique, hein, qui relève d'ailleurs déjà des principes qui étaient posés dans la coopération agricole depuis très longtemps, plusieurs siècles, c'est que l'ESS se caractérise par une gouvernance démocratique, bon, participative. En tout cas, le principe de fond, c'est une personne égale une voix, donc c'est pas la détention voilà, de parts sociales ou d'actions qui définit le pouvoir dans nos organisations. Et puis, c'est toujours important, effectivement, de poser ces principes-là d'abord. Ensuite, qui on retrouve derrière avec ces éléments de définition? Eh ben, c'est tout le champ associatif, coopératif, mutualiste, les fondations, et puis les entreprises sociales. Alors, depuis la loi de l'ESS de 2014, des sociétés commerciales qui, à partir du moment où elles respectent les principes de fonctionnement voilà, je viens d'énoncer, peuvent s'afficher comme des entreprises appartenant à l'ESS. Pas seulement s'afficher, d'ailleurs, elles doivent passer par une déclaration officielle avec leur dossier. Mais enfin, voilà. Et puis, un point fondamental aussi important, puisqu'on parle d'emploi, toutes les organisations de l'ESS sont des employeurs de droit privé.
Alors, pour en venir à des éléments, quelques chiffres clés, donc on va retrouver effectivement, je commençais à l'évoquer, l'économie sociale et solidaire dans tous les secteurs d'activité. Je commençais à l'évoquer avec la coopération agricole, mais l'ESS c'est principalement dans les secteurs d'activité plutôt du tertiaire. Le médico-social et l'action sociale représentent près de la moitié de l'ESS notamment, mais effectivement on a la coopération agricole, les SCOP, les SIC, là c'est les salariés qui sont les sociétaires, il y a des coopératives également de consommateurs. Le champ de la coopération bancaire, hein, tout simplement. Et voilà, on a aussi des secteurs très importants dans ce périmètre de banque coopérative. Les mutuelles, mutuelles de santé, mutuelles d'assurance, et puis tout le périmètre effectivement des activités associatives. Donc là, ce qui représente globalement en termes d'emploi direct, hein, plus de 9300 structures employeuses dans la région, donc établissements employeurs. En fait, ça fait à peu près 7000 entreprises qui parfois ont plusieurs établissements, hein. Et puis en termes d'emplois rémunérés, plus de 110 000 pour voilà, 88 000 et quelques équivalents d'emplois. Donc, rémunération brute 2,8 milliards. Donc, on est sur quelque chose qui est effectivement conséquent et qui représente 12% du secteur privé, hein, aussi, hein. Donc là, ce chiffre de 12%, si on regarde l'ensemble de l'emploi privé en région. Voilà. Donc, sur les petits schémas complémentaires, ce que vous pouvez identifier, c'était encore la diapo précédente, excusez-moi. Voilà. Les associations représentent plus de 75% de l'emploi, hein, donc de l'ESS, et puis ensuite coopératives et mutuelles. Sachant que l'emploi n'est pas le seul indicateur pertinent, mais enfin sans aller dans beaucoup de détails, puisque je parlais de la coopération agricole, c'est pas forcément énormément d'emplois directs, mais c'est quand même plus de 80% des agriculteurs qui sont adhérents d'une ou plusieurs coopératives qui leur permettent de fonctionner, hein, voilà. Et puis aussi, juste quelques points de repère, mais après, vous avez sur notre site internet de la CRES un panorama de l'ESS et des notes de conjoncture. Le poids de l'ESS dans les secteurs d'activité peut être effectivement assez différent. C'est logiquement dans l'action sociale, c'est près de 60% de l'activité totale de ce champ-là. Moins dans les esprits, activités financières et d'assurance, donc les banques coopératives et les mutuelles, plus de la moitié de ce secteur d'activité-là quand même en région. Et puis après, bon, des champs enseignement, santé, sans aller dans tous les détails, où l'ESS représente une part un peu plus marginale mais importante, on va dire. Et puis on verra après pour des chiffres liés à l'animation. Voilà. Euh, donc, pour ce qui est du secteur d'activité de l'animation, ben, le point de repère important, évidemment, c'est l'organisation des employeurs spécifiques de ce champ-là, et puis dans une convention collective nationale qui s'appelle ECLA, donc pour les métiers de l'éducation, de la culture, loisirs et animation, et puis qui met aussi en avant, depuis quelques années, bien évidemment, son utilité sociale et environnementale, et puis le rôle du secteur d'activité au service des territoires. Voilà. Donc, en référence au champ de définition de cette convention collective, on a un ensemble d'activités d'intérêt social, définition générique des actions d'animation, de diffusion et d'information créative ou récréative, voilà, pour toute catégorie de population, et puis évidemment, sous-entendu, qui favorise l'accès de la population à l'ensemble de ces activités de par l'organisation locale. Et puis, voilà, depuis quelques années, les activités également d'intérêt général spécifiquement orientées sur la protection de la nature et de l'environnement, sur encore, pour le coup aussi, une palette de métiers qui peuvent être différents, puisque c'est des associations qui sont à la fois sur le champ de la protection et de la conservation, y compris de réserves naturelles, de l'éducation, mais aussi des études, donc du travail technique, d'analyse, la promotion du débat public, et puis également la formation. Donc, des activités également qui se relèvent d'une palette de métiers autour d'un champ générique voilà, assez important. Et puis, pour le repréciser aussi par rapport aux données chiffrées que j'évoquais tout à l'heure, la structure des entreprises de l'ESS, y compris dans le champ associatif,
On a souvent en tête peut-être qu'il y a beaucoup d'associations de relativement petite taille, mais en fait, on a également l'équivalent de PME largement, en proportion d'ailleurs, dans les données de l'ESS, les plus de 250, enfin de 50 à 500 en tout cas dans l'ESS, voire des établissements, notamment le médico-social, mais avec quelques milliers de salariés. En tout cas des entreprises, multi-établissements, quelques milliers de salariés, ce qui donne aussi un paysage par rapport au milieu économique en général. On a une typologie qui est peut-être avec un peu moins de très petites entreprises, beaucoup de moyennes et PME, et quelques grands établissements également. Voilà, pour en revenir au sujet de l'animation, donc définition générique, une palette de métiers, et puis pour identifier les secteurs d'activité, enfin identifier voilà un peu le type d'organisation, des centres de loisirs, de vacances, des classes découvertes, voilà, y compris les auberges de jeunesse, toutes les activités d'enseignement, d'activités culturelles en particulier, mais le sport aussi, le scolaire, le périscolaire, les activités associatives liées à ce champ-là, une bonne part de la petite enfance également, finalement, hein, halte garderie, crèche, activités culturelles par différents, voilà, bibliothèques, médiathèques, les musées, etc. Et puis aussi tous les outils, je les évoquais tout à l'heure, liés à l'éducation à l'environnement en particulier, bureau et point info jeunes, enfin mission locale, et puis tout ce qui va être aussi gestion d'équipement, formation dans le cadre de ces métiers-là, mais aussi mise à disposition du personnel, hein, comme les professions sport et loisirs, par exemple. Et puis, voilà, l'organisation collective des organismes de l'animation. Ce qui fait un champ assez vaste. Et puis, en termes de quelques données chiffrées, voilà, donc sur l'ensemble de l'ESS, un secteur d'activité qui a évidemment toute son importance et pas seulement qualitative, puisqu'on a voilà, près de 2500 établissements employeurs dans la région, avec plus de 11 000 postes salariés, et puis en fait une ESS qui représente 72% de l'emploi privé sur le champ de l'animation, où on peut effectivement trouver aussi de l'activité privée, nous on dit champ lucratif, dans des activités culturelles ou des clubs sportifs ou des voilà, salles de sport, etc. par exemple. Hein, et puis, mais l'ESS est principalement, enfin, est l'employeur principal sur ce secteur d'activité-là. Et évidemment, comme souvent, une présence relative plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain, qui va plutôt concentrer le secteur privé hors ESS, on va dire. Donc, moi, je l'évoquais tout à l'heure, des entreprises de ESS de toute taille et jusqu'à plusieurs centaines de salariés, y compris dans l'animation. Et en termes de dynamique, évidemment, après le coup de l'année 2020 et le Covid, qui pour l'animation, ça a été très dur à gérer, mais surtout à suspendre un ensemble d'activités. Une reprise qui s'est faite de manière assez importante et dynamique, avec sur plusieurs années une croissance de l'emploi de 3,5%. Mais ça plafonne en 2024 et puis plutôt dans une légère récession d'ailleurs. Et puis effectivement, dans la, les dynamiques actuelles ne sont pas faciles, mais un des éléments d'explication quand même, c'est pas tant évidemment, ce n'est pas en raison d'une diminution des besoins, mais plutôt des difficultés de recrutement et d'organisation, en particulier peut-être sur certains territoires. Mais voilà, paysage global. Je pense qu'on viendra sur la partie qui va suivre un peu plus sur ces enjeux-là avec la description des métiers, mais en tout cas, comme point de repère également, euh, outre le site de la CRES, voilà, sur des données génériques ESS, spécifiquement sur ce secteur d'activité-là, voilà, on va vous laisser les coordonnées du syndicat d'employeurs ECLA, qui est lui-même au sein d'Exopé, avec un regroupement un peu plus vaste en termes de secteur d'activité. Et puis surtout aussi, point de repère, c'est l'OPCO Uniformation, qui est l'OPCO du champ de l'animation, avec un ensemble de ressources et d'outils de connaissances aussi sur son site, du secteur d'activité et puis de promotion. Voilà pour On manquera la pas. Merci beaucoup. présentation. Merci beaucoup. On ne manquera pas de mettre les documents dans la partie de replay des webinaires, voire même les envoyer directement à nos participants de ce jour.
Merci beaucoup, Monsieur Bollard. Comme je l'ai dit en introduction, Madame Courtebras, vous allez nous parler plus spécifiquement des métiers de l'animation, des évolutions possibles et même des parcours qu'on peut réaliser dans ce secteur dans le cadre des métiers de l'ESS. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je précise juste que j'interviens à un double titre en tant que membre du collège régional de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est important de le dire en lien avec ce que vient de dire Monsieur Boulard, que les employeurs de l'économie sociale et solidaire, ce sont des associations, des mutuelles, des coopératives, et que ce sont des employeurs qui peuvent avoir un ou deux salariés jusqu'à 200 ou 300 salariés en fonction de la taille de la structure. Donc voilà, je tenais à repréciser ce point. Donc si je m'adresse à vous, c'est en tant que directrice de la Fédération régionale famille rurale. Donc rapidement, famille rurale, ce sont sur la Bourgogne-Franche-Comté 700 bénévoles et 800 salariés qui accompagnent plus de 5500 familles dans 56 associations locales et 3 fédérations départementales. On connaît nos activités surtout dans les crèches et les accueils de loisirs, notamment les périscolaires, mais on a aussi beaucoup sur des dans des territoires, et notamment dans les territoires ruraux et périurbains, avec nos actions, par exemple, sur les ludothèques, les établissements de vie sociale, des tiers-lieux, les relais petite enfance. Donc voilà, rapidement, pour famille rurale. Maintenant, les métiers de l'animation. L'idée ce matin, c'était de bien rappeler, parce que je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre vous le sachent, que dans l'animation, il y a des parcours professionnels, des évolutions qui sont possibles, comme on va le voir sur la diapositive suivante, où quelqu'un peut rentrer dans l'animation en étant par exemple animateur dans un périscolaire, dans le village où il vit. On a aussi des animateurs d'action jeune, donc là on va être sur des un peu plus grands, des animateurs de séjour, de camp, et puis l'animation c'est aussi tout domaine, ça peut être dans la culture et le sport. On peut également, quand on parle des métiers d'animation, être directeur ou directrice adjointe d'une crèche ou d'un accueil de loisirs, en devenir directeur. On a aussi un métier qu'on va appeler coordinateur de territoire, dont on parlera un petit peu plus tard, des directeurs d'associations et des formateurs. Si je reprécise tout ça, c'est bien pour redire que quand on dit animation, il ne faut pas se limiter au métier d'animateur périscolaire, même si ils sont un certain nombre sur le territoire en Bourgogne-Franche-Comté, l'animation ne se réduit pas à ce métier-là. De dire également qu'une entrée en poste est possible dans le secteur de l'animation sans formation. De plus en plus, comme un certain nombre d'employeurs, on fait face à des problèmes de recrutement. Donc, nous, dans l'ESS, et particulièrement en famille rurale, on peut recruter sans formation et former ensuite au métier. Alors, par différents biais, des formations diplômantes. Donc là, ça va être par exemple le BAFA et le BFD qui vont être à destination plutôt d'animateurs sur des formations volontaires. On a également des formations telles que le CQP, donc certificat de qualification professionnelle d'animateur périscolaire, les BP, les DE et les DES GEPS, donc qui sont là des diplômes du ministère de l'Éducation nationale. Et puis, bien entendu, il y a tout ce qui est formation professionnelle continue. Donc, je le redis, on peut rentrer, alors, sauf sur certains postes réglementaires, par exemple en crèche, sur un diplôme d'infirmière, voilà, il faut avoir le diplôme avant l'entrée en poste. Mais sinon, on peut rentrer dans ces métiers et dans ce secteur de l'animation et être formé ensuite en fonction des contraintes des uns et des autres, que ce soit des salariés ou des employeurs. Il n'y a pas que des temps partiels subis dans les métiers d'animation. Alors, effectivement, la plupart des salariés, notamment dans les accueils de loisirs, sont à temps partiel, mais ce n'est pas une généralité.
Ce sont des emplois de proximité, et ça c'est important, à un moment où on parle de difficultés de mobilité. L'intérêt des métiers de l'animation, que ce soit dans l'enfance ou la petite enfance, ce sont des emplois de proximité. En tous les cas, nous, à Famille Rurale, on cherche vraiment à développer des activités au plus près des familles et donc au plus près aussi des habitants des villages. Et puis, ce sont des emplois qui participent à l'activité et au dynamisme du territoire, puisqu'ils sont vraiment très localisés, ces emplois. Alors, comme on avait peu de temps, je ne pouvais pas rentrer dans le détail de chacune des missions de tous les métiers d'animation. J'ai choisi 2 métiers. Un dont on entend beaucoup parler, c'est l'animateur périscolaire. Et quand on dit animateur périscolaire, malheureusement, on ne pense que trop souvent à une seule partie du métier qui est l'accompagnement des enfants sur le temps du repas du midi. Mais un animateur périscolaire, c'est beaucoup plus que ça. Il participe à l'accueil et à l'accompagnement des familles et des enfants sur le temps du matin pour un certain nombre d'entre eux avant l'école, donc évidemment sur le temps du midi, mais également le temps du soir. Et quand on parle d'accueil, c'est qu'on parle aussi d'échange. L'animateur périscolaire, il a des temps d'échange avec les familles et les enfants dans son activité. Un animateur périscolaire, c'est quelqu'un aussi qui va mettre en place des animations dans le cadre d'un projet pédagogique. Et ce projet pédagogique, il est en lien avec le projet éducatif travaillé avec l'association en amont. Et c'est un travail d'équipe. Et ça, c'est une dimension aussi importante du métier. Un animateur périscolaire, à l'exception de quelques villages, il est généralement dans une équipe de plusieurs personnes. Et ça, c'est important en termes d'attractivité et de dynamique du métier. Et puis, les activités qu'il peut proposer, elles sont très variées. Un animateur périscolaire, il ne propose pas que des activités dites sportives ou manuelles. C'est aussi, il peut être en lien avec les ludothécaires, par exemple, pour étendre le champ des possibilités. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus à former les animateurs, à être capables de proposer des activités qui sortent justement de l'ordinaire. Et puis, j'ai pris un deuxième exemple de métier de l'animation, par exemple, qui est de coordinateur de territoire. Ça, c'est quelqu'un qui, par exemple, aurait été un certain temps directeur de structure, que ce soit en crèche ou en accueil de loisirs, et qui, à un moment, va superviser l'activité de plusieurs directeurs et directrices de structure sur un même territoire, en coordonnant et en suivant leurs activités, et puis en les accompagnant et en soutenant ces directeurs de structure dans l'élaboration et la mise en place de projets avec leurs équipes et sur le territoire. Et puis qui va être en soutien aux directeurs d'associations sur le développement de la vie associative sur le territoire en question. Donc, l'idée, c'est, voilà, on a peu de temps, donc on ne peut pas aller sur tous les métiers, mais vraiment, je vous invite pour chacun des métiers de l'animation, à vraiment aller voir dans le détail des missions des uns et des autres pour voir la variété justement de ces missions et des lieux d'exercice possibles de ces métiers. Et puis, j'ai voulu prendre aussi, pour terminer, l'exemple d'animateurs qui ont suivi chez nous un parcours de formation sur le certificat de qualification professionnelle d'animateur périscolaire que nous avons ouvert l'an dernier en lien avec les employeurs du territoire. Donc, c'est une formation que nous avions ouverte sur le secteur de Val-d'Aon et Talon, parce que c'est là qu'on avait détecté des besoins pour des salariés. Donc, on a 12 personnes qui sont rentrées en formation et 10 qui ont validé ce CQP. Et j'ai pris 2 exemples. Par exemple, un jeune non diplômé qui était suivi par la mission locale et son interlocutrice à la mission locale savait qu'une association locale Famille Rurale cherchait un animateur périscolaire, a fait la mise en relation.
qui s'est soldé par une embauche en CDD avec une entrée en formation sur ce CQP. Ce jeune a validé au mois de juin son CQP et a, dans la foulée, été embauché en CDI par l'association en question. Et puis un autre exemple, l'exemple d'une femme qui, elle, est en reconversion professionnelle, qui, pour des raisons familiales, avait dû quitter son emploi quand elle s'est installée dans la région et a été embauchée sans formation dans les métiers d'animation. Elle était embauchée comme animatrice sur l'accueil de loisirs de son village parce qu'elle souhaitait travailler dans son village pour pouvoir s'occuper notamment de ses enfants et être disponible pour eux. Donc, elle était recrutée sans formation. Son employeur, donc ça c'était il y a 3 ans, elle a développé des appétences pour ce métier et une envie d'évoluer dans ce métier d'animatrice. Donc, son employeur lui a proposé une entrée en formation sur le CQP qu'elle a acceptée. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en CDI, a augmenté son temps de travail et a demandé une entrée en formation sur un BP, donc qui est d'un niveau de formation supérieur. Donc, vraiment, le message que je souhaitais faire passer quand j'étais sollicitée pour intervenir, c'est de dire que dans les métiers de l'animation, mais comme dans un certain nombre d'autres domaines d'activité, il y a des possibilités d'évolution, que ce sont des métiers où on peut rentrer sans formation et où les employeurs aujourd'hui font de très gros efforts d'accompagnement des salariés et notamment d'accompagnement des salariés dans la formation, que ce soit sur des diplômes de branche comme l'est le CQP, mais aussi sur des diplômes du ministère comme les BP, DE, et que chaque fois, en fonction du niveau de formation, eh ben, on va pouvoir occuper et évoluer dans la branche, dans des métiers qui progressivement vont aller vers la prise de responsabilité et la coordination ou d'activités ou sur un territoire. Et puis pour terminer, ça, vous aurez le lien dans le support qui vous sera envoyé après le webinaire. Je vous ai mis le lien vers 2 reportages qui ont été tournés par la Fédération départementale du Doubs avec donc c'est un financement et un soutien de la MSA qui présente vraiment les missions du métier d'animateur périscolaire et le cadre d'animateur périscolaire dans l'environnement dans lequel il s'exerce. Et ça permet, juste pour terminer, ce sont des animateurs qui témoignent de leur métier d'animateur périscolaire et de pourquoi ils continuent dans ce métier. Et enfin, vous nous avez mis une fiche formation sur le CQP en dernière page, qui ne veut pas passer. Voilà, le voilà, que D'accord. vous aurez dans la présentation. Merci beaucoup à vous 2 en tous les cas, hein. Avec plaisir. Non, mais ça montre vraiment ce que vous disiez, c'est un secteur, des évolutions possibles, un soutien des employeurs justement dans ces évolutions. Rentrer dans un métier, sans forcément avoir une formation, à la base et pouvoir, l'acquérir à terme, et cetera. On avait, aussi évoqué en préparant ce webinaire d'autres questions, parce que ce que vous me disiez, c'est que le secteur de l'animation, c'est les métiers de l'animation et pas que, comme le coordinateur, mais c'est aussi les métiers transverses qui existent, que ce soit dans le secrétariat, mais là, je vais pas vous spoiler parce qu'on va réaliser un webinaire encore, sur le secteur de l'ESS au mois de novembre où, le titre est pas définitif, mais en gros, c'est, les métiers transverses, quels qu'ils soient, comment passer, dans une seconde partie de carrière dans les métiers de l'ESS. Donc là aussi, ça va être un webinaire super intéressant. Je vous souhaite à t non, qui n'a rien à voir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je remercie encore infiniment nos intervenants et bon appétit. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci pour votre attention. Au revoir.